Est-ce que toi aussi, des fois, tu voudrais distribuer des baffes aux entreprises ou aux gouvernements qui font du greenwashing? Eh bien, cet homme-là le fait. Et il n'hésite pas à avoir un discours tranchant pour sensibiliser des millions de personnes au fait que il est peut-être temps qu'on se bouge le cul si on veut protéger la vie sur Terre. Bienvenue dans Soif de Sens, des histoires d'humains qui changent le monde. Chaque semaine, je reçois un invité écolo, militant ou solidaire pour t'aider dans ta quête de sens. Et aujourd'hui, on accueille Thomas Wagner du média Bon Pote pour parler d'écologie et se demander si les écolos ne sont pas trop gentils. Salut Thomas. Salut Pierre. Alors je te présente en 10 secondes, merci d'être là. T'es un ex-banquier qui a créé le média en ligne bonpote.com. T'as vu, j'ai pas dit blog, ça en jette plus de dire média. Donc un site qui fait de la vulgarisation sur l'urgence écologique, qui est drôle et tranchant, on va en parler. Et tu te présentes comme un marketeur du GIEC. Je pense que tu bosses d'arrache-pied pour qu'on atteigne des points de bascule et juste ralentir arrêter, soyons fous, le réchauffement climatique. Donc si vous trouvez que les rapports scientifiques sur le climat, c'est chiant à mourir, et ben cet homme-là, il arrive à rendre l'écologie sexy et drôle. Donc tu as lancé Bon Pote il y a 3 ans. Maintenant, c'est ton boulot. Et d'abord, je voulais te demander, tu as un discours donc très cash, drôle et voilà, assez tranchant. T'hésites pas à recadrer Air France ou une ministre qui ment sur les réseaux sociaux. Et ça change justement des gentils écolos trop policés, dont je fais clairement partie des fois. Pourquoi tu as ce discours cash ? Je pense que c'est même pas fait exprès. Je pense que j'ai plutôt une nature comme ça. J'ai une tolérance au bullshit qui est proche de zéro. Et ça me va très bien. Et au début, j'avais un peu peur. J'avais un discours un peu plus policé. Et en fait, bon, parfois le naturel revient en galop. Et plus j'étais naturel, plus je voyais qu'il y avait du répondant. Donc maintenant, j'ai la chance, je crois. Bon, en plus, je suis sorti de l'anonymat, de pouvoir dire des bêtises ou dire ce que je pense et que bon, ça passe. Donc autant continuer, quoi. Par exemple, tu cartonnes sur LinkedIn, où en général, voilà, les gens ils sont très politiquement corrects. Genre, si vous travaillez dans l'aviation ou le pétrole, et ben tuez vos gosses, ça ira plus vite. Du coup, tu t'es fait beaucoup d'amis sur LinkedIn, non ? J'ai beaucoup d'amis. Je pense que je pourrais même faire un dîner avec 200 personnes avec les pilotes d'Air France. Eux, je pense qu'ils ont même des posters de moi dans leur chambre. Oui, évidemment. Enfin, quand tu t'attaques à plusieurs sujets comme ça, enfin, y compris l'aviation, la voiture, etc. Si tu appelles au changement, et il faut un changement, évidemment, il y aura forcément des mécontents. Bon, je le vis pas trop mal. Je travaille et ce que je poste, c'est baqué. En fait, tout ce que je dis, il y a jamais de diffamation ou autre. Oui. C'est basé sur de la littérature scientifique. Science. Moi, je fais un mix de tout ça dans ma tête et ensuite je dis ce que je pense. Donc, bon, si ça leur plaît pas, j'appelle toujours en fait et pour le débat et pour la discussion à sourcer quand les gens ne sont pas contents. Ok, vous n'êtes pas content, mais expliquez-moi pourquoi. Donc bon, évidemment, s'il y a un type qui vient, qui dit non, mais ce que vous dites, c'est complètement faux et qui m'envoie un lien du site défense de l'aérien.org, bon, j'ai un peu de mal à le prendre au sérieux. Voilà, quoi. Ouais. Oui, je dis que c'est tranchant, mais à la fois, derrière, c'est ultra bienveillant. Et en fait, pour moi, c'est... je sais pas si c'est une stratégie dans ta tête, j'ai pas l'impression, mais c'est surtout une porte d'entrée pour derrière, justement, amener les gens vers de la science plus dure et enfin, voilà, des choses plus détaillées, plus techniques et c'est pas juste faire du buzz, quoi. Non, ouais, c'est le but, mais je discute notamment en off. En fait, il y a le discours public et en off et en message privé, il y a des gens qui m'écrivent d'Airbus, de Total, etc. et qui essayent de faire bouger les choses de l'intérieur. Ouais. Bon, je sais, moi, mon discours est le même en général, hein, surtout pour les boîtes du CAC 40. Si tu travailles dans un groupe du CAC, il faut pas espérer renverser la table. Ce n'est pas possible. Je pense qu'on a plus d'action de l'extérieur. C'est bien et d'agir à son échelle à l'intérieur, mais je pense qu'on a plus d'action à l'extérieur. Mais il y a quand même des gens qui se bougent. Il y a les assises de l'aviation dans une quinzaine de jours. Je pourrais pas y assister malheureusement, mais je trouve ça très bien que des gens essayent de réfléchir à OK, on doit diminuer le trafic aérien. Qu'est-ce qu'on fait ? Et qu'est-ce qu'on fait avec l'intelligence, quoi, pour éviter la casse sociale derrière, etc. Donc ça, je trouve ça très bien. Ouais. J'avais envie que vous entendiez le discours de Thomas et de Bon Pote pour vous demander, est-ce que mon discours à moi, il est pas trop poli, trop gentil face aux comportements abusifs, que ce soit dans votre entourage, dans votre boîte, dans les médias, etc. Alors que, il y a urgence, il y a des gens qui meurent, il y a la 6e extinction de masse, quoi. Est-ce que tu penses que nous, les écolos en général,
aussi hétérogène qu'on soit, on est trop gentil. On est toujours trop gentil pour quelqu'un, trop méchant pour quelqu'un et trop radical pour quelqu'un. J'ai remarqué ça avec des commentaires en privé et public depuis 2 ou 3 ans. Il y a des gens qui pensent que je suis un islamo-gauchiste et un nazi vert. J'ai vu ça il y a pas longtemps là, que je voulais tuer la liberté, etc. Bon, ça c'est un côté. Tu publies juste des articles sur un site. Oui, Hein, je publie des articles et je cite le GIEC, mais bon, rien que pour ça, je suis le tyran. Oui, on m'appelle Pol Pot, etc. Non, mais il y a des bons. Je ferai un best-of, je pense, à la fin de l'année pour ça. Ils ont de l'humour aussi. Pour certaines personnes, c'est beaucoup trop, et pour certaines personnes qui ont peut-être raison d'écologie radicale, c'est pas assez. Mon discours n'est pas assez. Il faut mettre fin à la civilisation thermo-industrielle. Bon, on est en fait chacun a sa propre sensibilité, a ses propres solutions. J'axe plutôt mon discours sur le constat, parce que je pense que le constat, il n'est pas du tout partagé par l'ensemble des Français. Ouais. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes, tout le monde sait qu'il y a un problème, ouais. mais tout le monde ne sait pas à quel point. Voilà, exactement. Et l'expliquer et dire à quel point, ça, je pense que c'est même pas 1%. Et même des gens très brillants et des gens surdiplômés autour de moi, ils sont au courant zéro. Hein. Donc, voilà. Il y a un boulot, quoi. Il y a du boulot. Moi, j'ai aussi l'impression qu'il y a plein d'écolos qui font plein de choses dans leur vie, mais qui n'ont pas trop envie de déranger ou d'être dans la confrontation, et du coup, qui vont s'écraser ou qui vont dire « Ah, je suis pas d'accord », alors que, non, clairement, il y a des choses sur lesquelles il y a pas de débat, où c'est climaticide ou écocidaire, quoi. Enfin... Ouais, ça va dépendre, encore une fois, ça va dépendre de la sensibilité de chacun. On a chacun notre éthique, on a chacun notre définition de l'écologie et chacun nos capacités surtout à agir. Certains ont les capacités financières, d'autres morales, d'autres mentales. Donc, c'est chacun à son échelle. Il y a des gens qui peuvent pas aller à la confrontation. Enfin, je vois typiquement, je pense à mon frère qui est une crème et qui déteste la confrontation. Bon, moi, j'ai pas de problème. Quand quelqu'un est vraiment stupide ou con, je vais avoir du mal à me retenir de lui dire, typiquement. Bon, ça dépend dépend vraiment des mentalités. Ça voudra pas dire que j'aurais raison ou tort, d'ailleurs. Mais... quand tu as lancé Bon Pote il y a 3 ans, tu étais banquier et tu racontes que tu as quitté ton job par peur de la retraite, mais pas par peur de manquer d'argent, sinon tu serais resté banquier, mais par peur de la catastrophe écologique en cours. Tu avais peur de quoi exactement ? De faire partie, entre guillemets, des coupables, de regretter dans 30 ans d'avoir rien fait ? Plutôt la deuxième solution. J'avais pas forcément peur pour ma retraite, même si on verra ce qui se passe dans 30 ans, hein, personne n'a de boule de cristal. En revanche, d'avoir des regrets de continuer à être dans un environnement qui, et d'un point de vue social et écologique, n'est pas le bon. Enfin, je vais pas faire de dessin, mais la banque et les marchés financiers, c'est pas ce qu'il y a de plus éthique sur Terre. Donc je pense que j'aurais eu des regrets à agir. Ça faisait déjà quelques années que j'espérais changer de job. J'avais même eu l'opportunité d'aller travailler chez UNICEF il y a 3 ans. Je l'avais pas fait. Okay. Pourquoi et j'en avais pas dormi d'ailleurs pendant 72 heures. Je l'avais pas fait parce que je m'étais dit, c'était un arbitrage de me dire, je vais gagner un peu de sous, je vais acheter un logement et ensuite j'irai faire un boulot éthique. Mais le problème, c'est que c'est un très mauvais calcul parce qu'à Paris, il faut vendre un rein et en gros tes 2 jambes si tu as envie de pouvoir acheter un appart. Donc ça, c'était le premier mauvais calcul. Et surtout, au fond de moi, c'était un peu comme une épée de Damoclès. Il a fallu peut-être un peu de temps que je comprenne que le sens est supérieur à l'argent, etc. Ouais. Au final, c'est ce que tu as fait. Du coup, tu as gagné un peu plus de sous et tu as fini par trouver. Au final, c'est ce que j'ai fait. Oui, j'ai gagné. Enfin, c'est pas non plus. Je roulais pas non plus sur l'or, mais je gagnais ma vie convenablement sans me demander est-ce que je vais pouvoir payer un resto ce soir. Typiquement, je sais que ça c'est un privilège. Et ça a été la Covid qui c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà. C'était vraiment la quête de sens a pris le dessus. C'était trop de travail. L'absurdité était plus évidente peut-être. Oui. Je voyais les marchés financiers qui grimpaient. Je voyais des gens en galère dans Paris, des gens qui étaient obligés d'emprunter pour continuer leur activité ou pour vivre tout simplement. Ouais. Et moi, je voyais de l'autre côté. Donc en fait, trop de dissonance cognitive. Il a fallu que je quitte, quoi. Et surtout parce que je travaillais à l'époque encore la journée.
Et ce qu'on n'a pas encore précisé, j'étais anonyme. Bon Pote était anonyme jusqu'en janvier 2021. Donc le soir, je rentrais et j'écrivais des bêtises sur Internet et ça faisait beaucoup au bout d'un moment physiquement. Donc voilà, j'ai fait un choix. Ouais. T'écris maintenant sur Bon Pote, maintenant t'es à temps plein dessus, donc bravo. Et t'as quitté ton job du coup, et t'écris notre maison brûle et nous regardons Messi arriver au PSG. Effectivement, les médias et les gouvernements parlent très peu de la crise climatique, alors que tout cet été, il y a encore eu plein de catastrophes extrêmes, des feux en Sibérie, quoi. Enfin, 50 degrés au Canada, des ouragans, des inondations à New York, etc. Et en plus, c'est jamais rattaché à la crise climatique, c'est des événements aléatoires, quoi. Tout ça pour rappeler que le changement climatique, c'est effectivement maintenant et pas dans 30 ans. Comment on fait pour percuter ou faire comprendre aux autres que l'inaction politique est criminelle et que l'inaction climatique, ça tue en fait? Bon, c'est très compliqué, hein. Moi, j'ai mes réponses, mais s'il y avait une réponse, on n'en serait pas là, je pense. C'est très difficile parce que c'est pas ancré dans l'imaginaire collectif, déjà une pour l'instant. Ouais. C'est très difficile de faire comprendre comme c'est quelque chose qui est déjà présent, mais qui va s'empirer et qu'on ne peut pas voir là tout de suite. De faire comprendre aux gens qu'ils doivent changer maintenant pour un gain qui viendra plus tard. On a plus une logique du gain court terme. C'est un peu comme la finance. J'essaye d'appuyer un peu ce que je dis par la littérature scientifique qui maintenant est assez fournie pour dire en fait à partir de un réchauffement global de 1,5 degré et au-delà, ça va nous coûter plus cher que les investissements qu'on doit faire maintenant. Donc ça, c'est déjà quelque chose. Et je pense que le point le plus important, alors ça, je l'ai remarqué un peu avec l'expérience, les gens sont très peu touchés par ce qui arrive à 10 000 km de chez nous. Quand on parle de la submersion de, je sais pas, des îles Fidji, quand on parle du fait que la moitié du Cambodge va être dévastée en 2050 parce qu'il y a des gens comme nous qui font des allers-retours au Cambodge pour aller voir des temples. Bon, ça les touche pas vraiment. En revanche, quand on dit en France, il va se passer ça, ça et ça, j'ai remarqué que ça avait beaucoup plus d'effet quand même. Et il va se passer quoi en France alors? Il va se Ah passer bah quoi en en France France, alors? typiquement, hein, tous les aléas, hein, sécheresse c'est déjà le cas, nos forêts c'est déjà une catastrophe. Il y a des inondations qui ont lieu là en juin et on le sait avec le changement climatique. Voilà. L'article que j'ai préparé sur les canicules est celui qui m'a le plus touché, parce que en 2019 il a fait 42 degrés à Paris, j'étais en costume et je m'en souviens encore vraiment. Il faisait plus de 30 degrés à minuit à Paris. Enfin voilà, moi je me souviens de cette journée. Et là, en étudiant le sujet, je sais que d'ici 2050, sans changement, donc sans atténuation ni adaptation, il va faire 50 degrés à Paris. Et je n'imagine pas ces 50 degrés. Dans quel état on va être Je pense que moi, et encore, je suis plutôt en bonne santé, plutôt jeune, etc. Et je pense que je vais être très très mal. Ah il y a plein de gens qui vont mourir. Le corps, il est pas fait pour résister Oui, à c'est des sûr. températures comme ça, Et sans parler des récoltes agricoles. Exact. Et Ouais. donc ça aura des conséquences et qui vont toucher les personnes âgées, etc. Enfin, voilà. Ouais. Moi, ça m'inquiète. Ouais. Et justement, tu as fait une super synthèse du rapport du GIEC dont les médias ont très peu parlé. Et évidemment, ce rapport, personne n'a envie de le lire parce que j'ai regardé hier, je crois que c'est 4000 pages, en plus sur des catastrophes. Et puis bon, Messi au PSG, c'est plus faible, clairement. Et ton résumé, c'est que la situation est catastrophique, mais qu'on peut encore éviter le pire, avec notamment moins d'avions, donc on en a parlé, moins de viande et moins de voitures, plus de sobriété et surtout ne plus accepter la passivité des gouvernements. C'est ça? Alors pour résumer dans l'ordre, le GIEC ne fait pas de recommandations. Donc eux, ils ont juste Oui. dit, euh, bon, je résume trivialement, c'est la merde, mais on a encore notre avenir climatique en main. Et ils ont bien écrit que chaque tonne compte, donc chaque tonne émise, voilà, participe au réchauffement. Ouais. Et on peut arrêter ça. Il n'y a pas une inertie de ça va s'arrêter dans 20 ans. Si on fait quelque chose maintenant, on verra les bénéfices que dans 20 ans. Ça, c'est faux. Il faut sortir de cette idée reçue. Si on arrête certaines choses maintenant, on peut voir les bénéfices très vite. Donc, il faut vraiment, ça, j'insiste là-dessus. Les solutions, c'est autre chose. Donc, ce sera plutôt abordé. Là, c'était le travail du groupe 1 du GIEC qui est sorti. Les Ouais. solutions seront plutôt pour l'atténuation et l'adaptation, c'est groupe 2 plutôt, et l'atténuation groupe 3, ça sortira en début d'année prochaine. On sait ce qu'il faut faire. Enfin, c'est d'une évidence. Réduire la consommation de viande, c'est une évidence.
Réduire le trafic aérien, c'est une évidence. Réduire l'utilisation de la voiture individuelle, c'est une évidence. C'est une évidence. Mais bon, même avec ça, un truc aussi évident, enfin, je veux dire, il faut pas être intelligent pour dire un truc pareil, hein. Mais pourtant, il y a des gens qui sont pas contents. Bon, c'est comme ça, hein. Ouais. Alors, comment est-ce qu'on fait pour plus rien laisser passer aux politiques qui croient que arrêter les pailles en plastique, c'est un bon bilan? Je ne voudrais pas faire offense à notre ancienne ministre Brune Poisson. Pour moi, enfin, la base de base, c'est évidemment l'éducation. Il y a quelques années, j'étais pas du tout au courant de la gravité. Donc, je pense que ça passe notamment par là. Il y a beaucoup de travail qui sont faits. Enfin, les sociologues parlent de ça. Je pense à Combi dans la question climatique, qui parle de la dépolitisation de la population. Les gens autour de moi sont complètement dépolitisés, hein. On est dans un confort. En fait, t'es dans un tel confort que t'as pas besoin forcément de t'occuper de la politique. Quand tu vois des gens manifester dans la rue, tu te poses pas la question de pourquoi. Pour toi, c'est juste des gars qui ont rien à faire, qui veulent tout casser. Mais non, en fait, la question, c'est de savoir pourquoi ils sont dans la rue, qu'est-ce qui va pas. Ce serait plutôt ça la logique, quoi. Donc, je pense que la dépolitisation est quelque chose, plus l'information. Et je pense que c'est vraiment clé. Enfin, c'est mon travail là maintenant tous les jours d'informer au mieux et le plus possible les gens. Mais je pense que c'est le point zéro. Si tout le monde était informé de la gravité là du changement climatique, de l'effondrement de la biodiversité, etc., je pense qu'il y a beaucoup de politiques qui n'auraient pas le même discours. Et on atteindrait le point de bascule. Enfin, c'est pour ça que je bosse en fait. Le point de bascule, enfin, sociologique, qui fait que c'est un tel sujet que les politiques finissent par s'emparer du sujet et sont obligés d'ajuster. Alors, les scientifiques ils estiment que d'ici 2050, les Français doivent diviser leur empreinte carbone par 5 au minimum pour rester sous les fameux plus 1,5 degrés. Donc, si j'ai bien compris, en gros, il faut passer de 10 à 2 tonnes d'équivalent CO2 par habitant. Concrètement, diviser notre train de vie, en gros, par 5, ça veut dire quoi? Concrètement, je vais me prendre en exemple et me taper dessus, comme ça tout le monde pourra bien comprendre. Concrètement, ça veut dire que bon, l'exemple typique, c'est l'aller-retour à New York en avion. C'est environ 2 tonnes de CO2 équivalent. Donc, et sachant que ton bilan à l'année est 2 tonnes, ça veut dire que si tu prends l'avion à New York, que tu reviens, ça suffit. Tu as atteint ton budget pour l'année. Tu ne peux plus rien faire. C'est ça que ça veut dire. Donc moi, partant, je devais avoir entre 10 et 12 tonnes en moyenne. C'est la moyenne française, elle est à 10 là. Donc effectivement, il faut au moins réduire diviser par 5 notre bilan carbone moyen. Donc plus d'avions. Ça veut dire, c'est difficile, mais ça veut dire plus d'avions. Ça veut dire réduire drastiquement la viande. Moi, je suis devenu végétarien. Je l'étais pas avant. J'aurais pu l'être, mais je l'étais pas. Et j'ai arrêté pour le climat. C'est vraiment, voilà. Ouais. J'aime les animaux, ça m'empêchait pas de les manger avant. Maintenant, j'en mange plus. Bon, c'est aussi simple. Et bon, pour le déplacement aussi, favoriser les transports en commun, évidemment le vélo et la marche quand on peut, au lieu d'aller chercher sa baguette en SUV. Enfin voilà, c'est des choses qui paraissent tellement simples, mais. Et puis un des trucs essentiels, effectivement, où tu as montré l'exemple, c'est effectivement de changer de job. Maintenant que Bon Pote prend de l'ampleur, est-ce que tu observes qu'il y a un mouvement de masse de gens qui quittent leur job toxique pour la société? Alors, je ne sais pas s'il y a un mouvement de masse. En revanche, je discute beaucoup avec des gens qui ont plus d'expérience que moi, qui sont là depuis 20 ans à lutter pour ces sujets-là. Et ils sentent quand même que depuis 2-3 ans, il y a une vraie, entre parenthèses, prise de conscience. Il y a des milliers, en gros, d'ailleurs, Bon Pote ne serait pas là s'il n'y avait pas de prise de conscience. Donc, je pense que c'est quelque chose de plutôt positif. Les gens qui me suivent de plus en plus est quelque chose de positif. Pas pour moi, mais on va dire pour l'environnement de manière générale. Il y a qu'à voir typiquement Jean-Marc Jancovici, qui est, je pense, une des personnes ou un des vulgarisateurs les plus connus de France. Il y a 3 ans, il avait 20 000 followers, il en a plus de 300 000 aujourd'hui sur LinkedIn. Donc, c'est bien que ce sujet-là commence à intéresser de plus en plus de monde. Je suis trop content, il va venir bientôt. Restez abonnés, les gars. Pardon, je t'avais coupé. T'avais fini? Ouais. Ça marche. Est-ce que du coup, t'aurais un conseil pour ceux qui nous écoutent et qui se demandent est-ce que je dois quitter mon travail en fait? Alors,
j'ai écrit un article pour ça, mais je vais répéter ce que j'ai dit dedans. C'est très compliqué, sans connaître une personne, de dire bah oui, bien sûr, mais bien sûr quitte ton travail. Tu peux pas dire ça. Enfin, si la personne le quitte et que ça se passe mal derrière, tu t'emportes la responsabilité. Donc non. En revanche, j'ai listé quelques critères à prendre en compte avant de quitter son travail. Évidemment, chacun a une éthique différente, déjà une. Bon, tu quittes ton travail, c'est potentiellement pour un autre, parce que tu crois que ton entreprise va être éthique. Mais bon, si tu vas bosser pour Vinci, Danone ou je sais pas quoi, c'est pas le cas. Enfin, avant de poser la question, c'est pas le cas. Et bien sûr, il y a d'autres critères à prendre. Il y a les critères perso. Si tu quittes ton boulot et si tu as des enfants à nourrir et une femme ou un mari qui n'est pas content, bon, il y a ça à prendre en compte. La sécurité financière, si tu as de l'argent de côté ou pas. Voilà, ça c'est vraiment des critères à prendre en compte. Mais je peux pas dire, et je reçois des messages quotidiennement pour ça. Qu'est-ce que vous pensez de cette entreprise-là? Qu'est-ce que vous pensez de est-ce que je dois les rejoindre? Est-ce que je dois quitter mon travail? Bah, c'est pas aussi simple que ça. Et bien sûr que ça se mesure, mais ça prend du temps. Des gens, moi je suis très chiant avec mes amis là-dessus. J'ai des amis qui travaillent dans certains groupes de presse, dans certaines entreprises qui sont des catastrophes écologiques, et je les saoule. Il n'y a pas d'autre mot. Je les saoule tous les jours. Pour qu'ils quittent. Et je pense qu'il y en a quelques-uns qui vont finir par craquer. Je suis très confiant là-dessus. D'ailleurs, tu racontes que quand t'es devenu écolo à fond, t'as perdu tous tes potes. Alors perdre non, mais je sais que j'imagine que je dois être un peu moins invité dans certains dîners. Enfin, typiquement les gros barbecues, les allers-retours. Tu sais, quand t'as besoin de te détendre, une fois dans l'année que tu travailles comme un âne toute l'année et que tu te dis bon bah on va aller à Bali se détendre 10 jours. Bah ça c'est sans moi typiquement. Non, je connais pas, mais ok. Oui, mais bon, il y a beaucoup de gens, en tout cas plutôt dans mon entourage. Donc c'est des gens qui sont voilà. J'ai pas que des amis qui sont à ce point-là riches, mais il y en a. C'est des choses à prendre en compte. Des mariages, il y a certains mariages que j'ai refusés. Même en Grèce, un aller-retour en avion pour le week-end, c'est non. Je vous aime, mais profitez bien sans moi. En gros, c'est un peu ça. Ouais. Bah, moi, je trouve qu'on parle rarement du coût. Alors, pas forcément économique, mais pour moi, quand tu mets en place une action écolo, c'est pas juste qu'est-ce qui est le plus écolo, c'est qu'est-ce que ça te coûte à toi. Et effectivement, peut-être que bah, ce job-là, même s'il est toxique, en fait, c'est ta passion et toi, tu y trouves du sens. Ou bah, si tu t'en allais, en fait, bah, t'as zéro économie derrière, donc tu peux pas te permettre de prendre ce risque-là où t'as une famille à charge. Et pareil, là, tu parlais du mariage, bah ok, est-ce que tu es prêt à renoncer à aller au mariage de ta sœur parce que elle se marie à l'étranger, quoi. Enfin... Tu as entièrement raison et je pense, tu as entièrement raison, je te rejoins totalement. On n'en parle pas assez du coût social d'arrêter quelque chose. Arrêter la viande, c'est pas facile. Ouais. On parle même pas là des finances ni du fait du manque d'avoir un steak devant soi et de le manger. On parle du fait de ton entourage, comment il va le prendre, les moqueries que tu vas subir, parce que tout le monde, je connais pas une personne qui n'ait pas arrêté la viande et tout le monde lui a dit ah bravo. Non, même tes meilleurs amis se moquent de toi. Avec le temps, ils comprennent. Et même certains sont devenus végétariens, mais il faut le prendre en compte. C'est des vraies questions. Il faut pouvoir se poser ces questions-là. Et puis c'est pareil. Enfin, mariage, juste une fois dans l'année. Si la famille, elle part à l'autre bout de la terre, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va en Australie? Aller en Australie, typiquement, c'est 3 ans de bilan carbone, juste l'aller-retour en avion. Est-ce que tu vas avoir plusieurs fois ta famille en avion? Oui, bah oui, c'est ma petite fille, etc. Ok, mais sache que les conséquences, c'est ça. Après, je vous invite vraiment à faire le test parce que je pense que parmi les gens qui nous écoutent, il y a plein de gens qui font pas ce genre d'avion, même de vol, même si, enfin voilà, même s'ils n'étaient pas écolos, mais que, enfin, voilà, moi j'ai refait le calcul hier pour préparer l'interview et oui, je suis à 3 tonnes et demie, quoi. Alors que j'ai pas de voiture, j'habite dans un appart, enfin voilà, je télétravaille de chez moi tout le temps. Et donc ça permet aussi de se rendre compte que voilà, juste je voudrais être sûr que ton discours passe aussi auprès des personnes qui de toute façon n'ont pas les moyens ou l'envie d'aller à l'autre bout du monde et que bien sûr que l'avion c'est le truc numéro 1 le plus polluant, mais il y a aussi plein d'autres trucs sur lesquels on doit tous faire des efforts et que moi le nombre de fois où j'ai cru que, parce que oui je suis plus écolo que la plupart des gens, mais en fait même mon niveau d'écolo bah, il est pas suffisant pour garder une planète habitable, quoi. Et donc ça c'est un truc à mon avis important à avoir en tête et
Et tu bosses beaucoup là-dessus, toi, sur les ordres de grandeur, justement. Oui, il faut avoir les ordres de grandeur. Juste pour revenir et par rapport à l'avion, évidemment que c'est un transport plutôt de riches, hein, malgré ce qu'on dit. C'est les gens qui ont les moyens qui le prennent le plus souvent. C'est pour ça que j'accentue là-dessus. Alors pour deux raisons. Je pense, déjà, et ça c'est chiffré, c'est les gens qui gagnent le plus en moyenne, bien sûr, qui polluent le plus. Ouais. Donc c'est pour ça que j'accentue aussi mon discours sur ces gens-là et des gens qui étaient un peu comme moi. Hein. Tu as un petit peu les moyens de voyager, etc. Bah, sache qu'il y a des conséquences et que les conséquences, c'est même en plus, bon, on parle d'injustice écologique, c'est même pas toi qui vas les subir. Donc ça, c'est un peu dégueulasse, mais bon. Oui, et la seconde des choses, enfin, et la seconde option, c'est que c'est plus facile pour quelqu'un qui a les moyens de réduire son empreinte carbone qu'une personne qui n'a pas les moyens financiers de le faire. Donc c'est vraiment pour ça que j'insiste et je pense qu'on a un devoir moral, les personnes qui sont privilégiées, parce que je le suis, même si là j'ai gagné, enfin bon, mon salaire est descendu drastiquement avec mon pote. Allez soutenir sur Tipeee, les amis. Oui, c'est même pas pour ça, mais on a un devoir moral, je pense. Et moi, d'autant plus parce que j'ai pris l'avion pas mal quand j'étais plus jeune, surtout que les billets étaient gratuits, donc forcément, voilà. Mais ouais, avec le boulot. J'ai eu cette chance, dans le perso et pour le travail. Mais typiquement, il y a un bon exemple avec le travail, ce qui est très dur, et je reçois pas mal de messages comme ça. Hein, les comités d'entreprise, c'est des grosses discussions parce que dans les banques là, ils offraient des billets typiquement en aller-retour aller en Afrique du Sud à 200 €. Mais évidemment que tu pars en Afrique du Sud pour 200 €. Enfin, mais les comités d'entreprise ne doivent plus proposer ce genre de choses. Ouais. Donc, ce dont je voulais parler, c'était surtout la difficulté de refuser. On en parlait encore du coût social et du coût d'opportunité et des conséquences que ça peut avoir quand toi, tu es en entreprise. J'ai refusé, moi, des vols pour aller à New York et Singapour pour mon travail. Mais j'ai vu la tête de mes responsables à chaque fois. Mais ils se sont dit, mais lui, il est complètement fou. Et en gros, j'imagine que pour certaines personnes, c'est un risque pour ta carrière. Bah oui, ça peut te priver d'opportunités. Soit de faire virer, soit de pas grimper dans les échelons, qui est encore le but d'une immense majorité des personnes. Donc, puis tu deviens l'écolo de service alors que t'as rien demandé, t'as pas forcément creusé le sujet de ouf et juste. Bien sûr, écolo, quoi. Bien sûr. Tu imagines, j'enverrai le podcast à mes anciens collègues. Je pense que ça les fera rire, mais la dernière année là dans l'open space, j'étais le fou, c'est sûr. J'étais le type qui parle d'écologie, qui met sur le tapis la croissance verte. Ils se sont dit, mais lui, d'où il sort? Il est pas normal, tu vois. T'as écrit un article très dans ta ligne édito, mea culpa d'un brawler parisien, qui est très drôle. Et effectivement, à force de voir les courbes de Jean Covici, notamment, tu racontes que quand t'as pris conscience de l'urgence écologique, oui, t'allais en soirée, tu disais salut, t'as lu le dernier rapport du GIEC et c'est pas une super punchline apparemment pour pécho. Non, si vous êtes célibataire, évitez de parler du GIEC. En tout cas, au premier rendez-vous, c'est pas terrible. Sauf s'il y a une personne, mais vous avez très peu de chances que ça marche. Donc, je le déconseille. Oui, cet article, c'était... Je pense que pour faire passer le message, il faut être le plus exemplaire possible, ce que j'essaye de faire. Et deux, en fait, j'ai tendance à me taper dessus avant qu'on vienne me taper dessus. Et donc, en fait, je me suis déjà tapé dessus. Tu vas pas en plus me retaper dessus. C'est un peu ça la logique. Ouais. Dans le mea culpa du branleur parisien, je faisais référence à l'agriculture. Parce qu'en tant que bon parisien, je me suis jamais demandé comment était fait ce qui arrive dans mon assiette. Ouais. Et je pense qu'on a une déconnexion totale. Je parle bien sûr en majorité, hein, j'exagère aussi, je tire les traits de la nature. Enfin, on n'est pas. Ce que j'ai écrit dans l'article, je sais que je peux te faire une présentation PowerPoint sur le trading ou une fréquence pendant 2 heures si tu as envie, mais je ne serais pas foutu de reconnaître 2 oiseaux ou 2 arbres dans la nature, enfin, tu vois, en baladant en forêt. Donc, je pense que ça, il y a vraiment un truc qui ne va pas du tout. Et c'était vraiment là-dessus que je voulais appuyer. Ouais. Justement, pour illustrer à quel point on peut être hors sol, tu racontes une anecdote assez drôle sur un cours de finance. Tu peux nous raconter? Oui, oui, j'étais en 4e année d'école de commerce et je comprenais pas à l'époque pourquoi les agriculteurs qui subissent les aléas climatiques ne prenaient pas des produits financiers pour se couvrir. Parce que pour moi, ça me paraissait simple. Il y a un problème, t'achètes un produit financier et t'es con, quoi, il faut le faire. Non, en fait, et je me rappelle, en y repensant, je n'oublierai, je pense jamais, le sourire de la professeure qui me regarde et qui ne dit rien et qui baisse la tête. Elle a dû me prendre
pour quelqu'un de complètement déconnecté et complètement débile, bon voilà, en y repensant, moi ça me fait toujours sourire, parce que évidemment les agriculteurs, en tout cas certains là, ont des conditions de vie et de travail très difficiles, se lèvent très tôt et ils ont autre chose à faire que d'être dans les marchés financiers, d'aller s'occuper de ça, quoi. Mais bon, moi j'étais complètement, encore une fois, déconnecté et je pensais à ça. Apparemment, il y a un an, ton cousin te pensait fou et extrémiste, et maintenant, il devient même écolo. Est-ce que tu as des anecdotes comme ça de l'impact que Bon Pote a pu avoir? Alors bon, ça c'est une très bonne anecdote, hein, parce que mon cousin pensait vraiment que j'en faisais trop et je le vois changer. Sa compagne aussi, donc je suis très fier de ça. Mais ça prend du temps, hein. Certaines personnes vont changer au bout de 2-3 mois après avoir lu et se dire ok, mais on est complètement dans la merde, il faut changer. Ouais. Pour certaines personnes, ça peut prendre des mois ou des années. J'ai des messages qui me font extrêmement plaisir, que je reçois maintenant quotidiennement, de personnes qui ont changé. J'ai reçu il y a quelques jours une personne sur LinkedIn qui m'a écrit en privé pour me dire qu'elle avait annulé ses vacances à l'autre bout du monde. Et en fait, rien que ça, moi, ça me fait plaisir en fait. Je me dis, ok, j'écris et ça a en plus un impact. Donc c'est pas mal. Je garde bien en tête qu'on est à des kilomètres de faire ce qu'il faut faire, Ouais. mais ça commence petit à petit à venir quand même. Bah, là où je trouve ça intéressant, c'est que bah, tu as un peu oui, ce côté mal alpha, on va dire, de trader, de CSP+, etc. Et d'hommes. Et que du coup, bah, il y a plein... Enfin voilà, les plus grands responsables du système capitaliste actuel sont plutôt dans cette catégorie-là. Et du coup, je pense qu'il y a plein de gens à qui ça peut parler, plutôt que de voir une petite nana écolo qui fait du zéro déchet, bah forcément, ils s'identifient pas. Et là, tu peux avoir vraiment une résonance de « Attends, mais ce mec, en fait, c'était moi il y a 3 ans. Enfin, je pense que ça peut résonner plus fort chez ces personnes-là, quoi. Ouais, bon, encore une fois, il faut tout. Je pense à Jérémy Désir qui a quitté son travail, qui était chez HSBC, qui a quitté son travail de la même façon, qui était en finance. Encore une fois, on a un devoir moral. Je pense que on a eu un parcours et des études, on a eu la chance. Je pense que c'est à nous de montrer l'exemple, plus que d'autres personnes. Moi, je prends ça comme ça. Je sais que j'ai de la chance, que j'ai eu de la chance dans ma vie, que j'ai jamais eu réellement à souffrir. Je souffre un peu plus depuis que j'ai quitté mon travail, parce que je travaille quand même. Je crois que je travaille 2 fois plus, au moins. Ouais. Okay. Donc c'est voilà. Mais encore une fois, moi, ça me paraît normal. Je sais que c'est une chance d'avoir pu le faire. Donc oui, j'ai vraiment aucun regret, hein. Ça va bientôt faire 1 an. J'ai 0 regret. Oui, je me rappelle ce que je voulais dire tout à l'heure. Par rapport au mea culpa d'un branleur, par exemple, tu le dis, et c'est vrai que c'est important pour moi aussi de ne pas tomber non plus dans l'auto-détestation, quoi. C'est important de se rendre compte là où on a encore des comportements toxiques ou ultra polluants parce que tu bosses pour telle boîte, parce que tu voyages énormément ou peu importe. Maintenant, là, ça sert à rien de se flageller de ouf. La question, c'est juste qu'est-ce que t'en fais, quoi. C'est pas la peine de se rajouter à une couche de honte sur soi ou sur les autres qui fait pas avancer le schmilblick, quoi. Non, ouais, il y a une charge. Enfin, ça sert à rien on va pas se flageller tous les matins, hein. Le but, c'est de se dire, ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui, à quel point c'est nocif ou pas, et qu'est-ce que je pourrais faire de plus. Je pense qu'il faut un peu d'incrémentation. On va pas du jour au lendemain changer toute notre vie. En revanche, je crois que c'est important de savoir que ce qu'on fait et toutes nos activités ont un impact. Et l'objectif est de savoir à quel point ça a un impact et comment on peut le changer. Je pense que ça, c'est vraiment la base. Aujourd'hui, Bon Pote, ça cartonne. Je crois que vous avez fait 2 millions de visites. Bravo. T'es un peu le roi du marketing et du storytelling en tout cas, t'arrives à accrocher, je sais pas, là, il y a eu l'histoire de Mbappé hier qui était dans un jet privé et qui s'est fait clasher et puis contre-clasher, enfin bref, que t'as relayé, à utiliser des histoires pour derrière amener sur effectivement de la littérature scientifique et voilà, des enjeux de fond de ok, mais est-ce que ça a du sens en fait que les joueurs de foot continuent à prendre des jets privés et avoir des compétitions internationales et pour ça, je trouve ça très fort justement parce que dans l'effort de vulgarisation, où évidemment
les scientifiques sont nuls à chier puis c'est pas leur métier, quoi, pour expliquer leurs conclusions au grand public et nous créer des déclics, notamment écolos. Cette phrase est beaucoup trop longue, je me suis perdu moi-même. Mais dans cet effort de vulgarisation, je trouve que l'humour et le storytelling, c'est ultra important. Est-ce que tu... Je vais revenir. Alors, avant de parler d'humour, les scientifiques ne sont pas, je te cite, nuls à chier en communication. Je pense qu'on leur donne tout simplement pas assez la parole. Je pense notamment à Valérie Masson-Delmotte qui est juste incroyable en termes de vulgarisation scientifique. Elle connaît les sujets sur le bout des doigts et elle est vraiment passionnante quand on l'écoute. Bon, malheureusement, elle a un peu moins d'audimat que Nabila, hein, mais bon, c'est une femme brillantissime. Ouais. Je regarderai. Je pense qu'il faut juste qu'on leur donne un peu plus la parole. C'est ce que j'essaye d'ailleurs de faire avec mon pote. J'ai la chance, là, avec le CNRS, de travailler avec des scientifiques pour chaque article. Mais c'est des gens passionnants. Il faut juste leur donner la parole. C'est aussi simple que ça. Concernant l'humour et le sarcasme, alors moi, je suis un peu... Enfin, j'ai baigné dedans. Ça fait 20 ans que je suis comme ça, hein, avec mes meilleurs amis. On se taille toute la journée. On n'est pas dans la bienveillance. T'es beau, t'es gentil. Non, on se taille, mais on s'aime. Bon, je suis comme ça. C'est ce que j'essaye un peu de faire passer, de retranscrire dans certains articles de Bon Pote, un peu moins que le CNRS, hein. Je suis très sérieux avec eux, mais dès que j'écris en dehors, je me lâche un peu plus dans le ton. Mais l'humour est une arme incroyable. Il faut Guillaume Meurice, Pierre-Emmanuel Barré, etc., quand ils essayent de faire passer des messages sur Manuel Valls ou Gérald Darmanin, mais ils les cartonnent, mais avec le sourire. Donc je pense que c'est une arme sous-utilisée. J'adorerais un peu que les comiques les plus connus de France s'emparent de ces sujets écologiques. Blanche Gardin l'a fait un petit peu. J'allais dire Brune Poisson en tant que comique, mais bon, pardon, c'était un gros lapsus. Blanche Gardin l'a fait un petit peu. Je pense que Gaspard Proust le fera quand il reviendra sur scène. Donc évidemment, l'humour est une arme redoutable. Je te rejoins totalement. Pour cette dernière partie, l'émission s'appelle Soif de sens. On va parler de ta quête de sens. Pour toi, c'est quoi le sens de la vie? Le sens de la vie, c'est être heureux sans rendre malheureux les autres. Si je dois résumer ça en une phrase, ma philosophie de vie depuis quelques années, et je vais encore rendre hommage à Corinne Morel-Darleux qui a écrit plutôt couler en beauté que flotter sans grâce. C'est un petit livre de 90 pages, mais qui est d'une beauté, je l'ai lu 3 fois en un an, là. Je trouve ça magnifique. Et elle parle du refus de parvenir. Alors, je sais pas si tu sais ce que c'est. Non. Le refus de parvenir, c'est le principe justement de vivre, mais sans écraser les autres. C'est un peu ça. Et ça peut même s'appliquer à la réussite. C'est ce qui m'a d'ailleurs fait quitter mon travail. Je voulais plus réussir, entre parenthèses, en profitant ou en dominant les autres, etc. Enfin, moi, ça m'intéresse pas du tout. M'intéressait plus, plutôt, parce que c'est ce qu'on t'apprend en école de commerce. Il faut être dans les meilleurs dans les classements. Une fois que tu arrives en finance, tu as intérêt à avoir un peu de caractère pour pas te faire écraser. Donc, c'est un peu ça. Mais je me suis, je crois, jamais senti à l'aise là-dessus. Et voilà, je suis plutôt content, en tout cas, d'avoir changé de travail, de faire ce que je fais, qui, je pense, va dans le bon sens. Et je crois pas. J'emmerde certaines personnes, évidemment, les gens qui veulent pas que ça change. Eux, ils m'aiment pas, je comprends. Mais j'espère quand même que mon travail aide à aller dans le bon sens. Ouais. Et du coup, comment ton rapport au sens il a évolué? Je sais pas s'il a évolué. Je pense que j'ai toujours été très à cheval sur l'éthique. Jamais trompé ni ami, ni petit ami, etc. Bon, ça c'est du perso. Mais j'évite de faire du mal aux autres. Voilà. Ça paraît de base, mais il y a des gens ils vivent pas vraiment comme ça. Je pense que ça n'a pas vraiment changé. En revanche, j'ai aligné mes actions à ma pensée. C'est plus ça. Ouais. C'est-à-dire que tout ce que je fais, tout ce que je pense, j'essaye de l'aligner avec mes actes. Merci Thomas, c'était bien cool. Allez checker son taf sur bonpote.com. Et si t'as kiffé cet épisode et que t'en veux plus, partage s'il te plaît cet épisode à un proche qui a pas assez conscience de l'urgence climatique, ou au contraire, comme nous, qui pète un câble que ça change pas assez vite. En tout cas, votre bouche à oreille, ça m'aide énormément. Et comme avec Bon Pote, c'est par l'éducation qu'on change le monde. Ciao tout le monde!